La République de Platon, introduction par Robert Bacou le traducteur, suite. 7. Genèse des cités injustes, mot attaché à l'injustice. 1. De l'aristocratie à la timarchie. Au début du 8e livre, Socrate reprend son exposé au point où il l'avait laissé pour décrire l'organisation de la cité juste et passe à l'examen des cités perverties. Renversant hardiment la position antérieure du problème, il part de la constitution idéale et étudie ses métamorphoses dans leur ordre chronologique, considéré par pétition de principe comme un ordre de corruption croissante. Les constitutions dégénérées, issues de l'aristocratie, sont au nombre de 4. En premier lieu vient la timarchie, dont les gouvernements de Crète et de Lacédémone offrent des exemples historiques. L'oligarchie lui succède, qui, en général, ne tarde guère à être supplantée par la démocratie. Enfin, au dernier rang, la tyrannie consomme le triomphe de l'injustice. À ces 4 types de constitutions vicieuses répondent 4 caractères de l'âme, dans lesquels s'affirme le progrès de l'ignorance et du mal. L'ébranlement initial qui provoque la décadence du gouvernement et des mœurs dans l'aristocratie se produit le jour où les races de fer et d'airain accèdent au pouvoir. Les générations humaines, comme celles de tous les êtres vivants, sont soumises à des lois. Faute d'en connaître la mystérieuse formule, les chefs célèbrent parfois des mariages à contretemps. On lit en note à propos de l'expression « mystérieuse formule ». Platon a donné de cette formule une expression devenue célèbre sous le nom de « nombre platonicien ». Fin de note. De ces unions naissent des enfants inférieurs dont les moins disgraciés sont indignes d'hériter des fonctions de leur père. Quand ils ont atteint l'âge d'homme, s'abandonnant au plus triste de leurs penchants, ils n'aspirent qu'à s'enrichir. Et ce désir fait naître la division dans la cité. Après maintes luttes, ils parviennent cependant à se partager les biens, les terres et les maisons des artisans et des laboureurs, qui, de citoyens protégés qu'ils étaient, se trouvent réduits en servitude. Dès lors, l'économie de la Constitution est bouleversée, la hiérarchie des 3 classes détruite. Le respect que l'on avait pour les magistrats disparaît. Le goût du lucre s'installe chez les gardiens et, excité par la possession, ne cesse de grandir. La guerre devient vite un moyen de le satisfaire. En de telles conjonctures, on n'appelle plus des sages au poste de commandement, mais des hommes irascibles et rusés, aimant l'aventure, fascinés par le profit qu'elle comporte, et résolus à tout risquer pour la mener à bonne fin. Ces hommes, au milieu des vicissitudes d'une carrière agitée, jouiront en secret des richesses acquises, car libérés du frein de la loi, ils en gardent inconsciemment la crainte. Retranchés dans leur demeure comme en autant de nids privés, Aternos Neotiasidias, ils y adoreront l'or et l'argent, et y assouviront leur brutale passion, honteux peut-être d'eux-mêmes, mais incapables de se maîtriser. En somme, la cité timarchique, qui substitue au culte de la vertu celui de l'honneur guerrier, est livrée tout entière aux féroces rivalités que déchaîne l'ambition. Le caractère de l'homme qui lui correspond est dominé par l'élément courageux, le thumos, qui s'asservit l'élément raisonnable. D'où préférence donnée à la gymnastique sur la musique et rupture de leur juste accord
sans lequel il n'est point de sagesse. L'homme timarchique peut être généreux dans sa jeunesse et rechercher l'honneur plutôt que l'argent. Mais l'âge le rend avide et impose silence à ses bons sentiments. Il a vu son père pauvre, modeste et décrié en raison de sa vertu même. Il se garde comme d'une duperie de suivre son exemple.